C'est incroyable comment les gens transposent leurs croyances et leur expérience sur une autre personne pour l'empêcher de vivre son histoire. C'est-à-dire que comme certains n'ont pas réussi à avoir l'oral, donc tout le monde ne doit pas l'avoir. Et ils te disent, non mais le fais pas. Mais je le fais et si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Je m'appelle Mohamed Bouclé, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance illimitée. Dans le podcast Connaissance illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kautar l'illimité. Je donne même pas son nom de famille parce que son nom de famille c'est l'illimité. Euh, Comme ça. ouais, exactement. Pour ceux qui verront la vidéo, elle a même fait le signe des illimités. Elle est là depuis la première heure. C'est une de mes premières élèves qui m'a fait confiance lors de ma première formation. Et depuis 4 ans, elle me suit dans mes différentes aventures en tant que formatrice. Elle vient aussi en tant que support et tout. Des différentes formations. Et aujourd'hui, je voulais l'avoir à mes côtés parce qu'elle a juste une histoire extraordinaire, incroyable. Et elle va nous raconter son parcours et comment aujourd'hui elle est étudiante en doctorat de neurosciences et qu'elle cartonne tout dans sa vie pro et perso. Et bonjour Kautar, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi. Salut, ça me fait super plaisir d'ailleurs que tu m'aies invité. Je suis très très honorée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et ça me tenait à cœur de t'avoir ici. Parce que dans le podcast, on invite euh, des auteurs, des artistes, des personnes oui, qui sont là pour démocratiser la réussite et l'excellence. Et pour moi, tu fais partie des personnes qui démocratisent dans leur quotidien l'excellence et la réussite. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur que tu sois là aujourd'hui pour nous parler un peu de toi et comment t'en es arrivé là. Déjà, la première chose, j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui, euh, qui vont te découvrir. Pour me présenter, alors je m'appelle Kautar, j'ai 27 ans. Bon, je commence à oublier mon âge. Après les 25 ans, j'ai l'impression d'arrêter de compter. J'ai 27 ans, je suis née à Creil, donc plutôt dans le nord de la France. Et maintenant, donc j'habite à Montpellier et donc je fais un doctorat de neurosciences ici à Montpellier à l'Institut de génomique fonctionnelle, donc un labo du CNRS. Wow. Et euh, est-ce que quand tu étais petite, tu t'étais dit, ouais, c'est bon, plus grande, je ferai des longues études et je ferai un doctorat. C'est un truc que tu avais en tête quand tu étais jeune? Alors, ouais, et c'est un peu moins courant, j'ai l'impression, mais oui, effectivement, depuis que je suis très jeune, je le savais que j'allais faire des longues études. Je voulais absolument étudier, faire de la science. Alors, quelle science, c'était quand même assez flou parce que j'étais intéressée par énormément de choses. Mais du coup, j'étais un petit peu dans l'exploration, quand même pas mal, dans mon collège, dans mon lycée, mais je le savais que j'allais faire des longues études, ouais. Parce que tu as commencé par médecine. C'est parce que tu voulais faire médecin. Ouais. Et ça Alors, s'est faut passé comment? savoir quand même que au lycée, j'étais passionnée d'aéronautique. D'accord, Et du coup, en plus de mon lycée, je passais mon BIA, donc mon brevet d'initiation à l'aéronautique. Et d'accord, du coup, les mercredis après-midi, les samedis après-midi, en fait, on avait des cours de physique, d'aéronautique justement pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les avions, etc. Parce qu'il y avait un examen à la fin. d'accord. Et du coup, j'ai adoré faire ça. Mais oui, c'était vraiment acté que je voulais être médecin, aller en médecine, faire de la science, biologie, biochimie. Du coup, j'ai fait le concours PACES, ça s'appelait PACES à l'époque, jadis, commence à être vieux, il y a déjà les noms qui changent. Mais oui, la passe anciennement PACES, donc je l'ai fait. Et à l'époque, on pouvait doubler, donc j'ai essayé une première fois, j'ai essayé une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai eu pharma. Mais je voulais pas prendre la place à quelqu'un alors que j'aspirais pas vraiment à cette filière, alors que je me dis, il y a quelqu'un qui pourrait être vraiment intéressé par cette filière, ça sert à rien de prendre sa place. Donc, à partir du moment où Mais, j'ai pas eu le concours médecine, bah, j'ai choisi de me rediriger. d'accord. Donc tu aurais pu être pharmacienne et t'as dit non, je laisse ma place à quelqu'un qui est plus passionné que moi. Oui, exactement, parce que j'avais des camarades qui avaient vraiment envie d'aller en pharma. Hmm. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de prendre leur place, alors que moi, ce serait par dépit parce que je voulais vraiment prendre médecine. Ce qui est assez drôle parce que j'ai l'impression que ce que je fais actuellement ressemble quand même beaucoup à de la pharmacologie, en tout cas en recherche. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que le cursus pharmacie après la première année de médecine, il est en éventail en fait. Et il y a énormément de filières, dont la recherche en pharmacologie. Donc ça D'accord. aurait pu être quelque chose d'intéressant finalement, mais je suis contente d'avoir pris cette décision quand même Est-ce de que ne tu pas prendre la repars, place.
après ta deuxième année de médecine que tu as ratée, tu repars où? Tu repars en première année de licence ou tu repars directement en deuxième, troisième, tu fais comment? Il était impératif pour moi que je n'aille pas en première année, que je n'aille pas quelque part en première année. Parce que j'avais les 2 premières années de médecine, c'était des années où j'étais dans une bulle. Je faisais que Mm. travailler jour et nuit. J'avais pris du poids, je faisais plus de sport. J'étais vraiment dans une bulle pas très bonne. Mes meilleurs amis, on s'est pas vus pendant 2 ans. Du coup, l'été, l'été 2016, celui juste après où j'ai pas eu mon concours médecine, c'était l'été où je me suis dit, attends, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une pause de ah, stop, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que techniquement, en fait, j'avais acquis la connaissance de mes 2 années de médecine. Bien Donc sûr. techniquement, j'avais appris énormément de choses, j'avais appris beaucoup de choses sur moi, j'avais appris beaucoup de choses sur la science, quoi. Parce que la première année de médecine, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, c'est une super base pour aller quelque part en sciences. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert, enfin que ma mère m'a fait découvrir pardon, les conférences d'Idriss Aberkane. Où elle m'a D'accord. dit: «Ah tiens, regarde, c'est parce qu'on discutait un peu de biotechnologie sans vraiment mettre le mot biotechnologie. Et du D'accord. coup, c'est à ce moment-là que ma mère, elle m'a dit: «Ah tiens, regarde cette conférence sur le biomimétisme, c'est intéressant.» Et à partir du moment où j'en ai regardé une, deux, trois, j'en ai lu des articles dessus et je me suis dit: «Ah en fait, je crois que cette filière-là, je vais Ouais. pas mal prendre du plaisir à faire ça.» Et du coup, j'ai fait un dossier pour aller directement en deuxième année ici à la faculté des sciences pour aller en deuxième année de CMI, ça s'appelle, le cursus master en ingénierie. Donc c'est un cursus en sciences et en Mm. plus de ça, on avait des cours du soir de comptabilité, de management pour un Ok. peu compléter le cursus en sciences avec des domaines qui sont pas scientifiques mais qui peuvent être complémentaires avec la science. Waouh. Et donc, ouais, tu as fait ton master. Mais en discussion, un jour, on discutait et tu m'as dit, quand tu étais, quand t'es beaucoup plus jeune, parce que tu es dyslexique, Ouais. et que tu as passé jusqu'à tes 18 ans beaucoup d'heures chez l'orthophoniste. Et comment tu vis la première année de médecine, euh, cette réorientation quand tu as vécu pendant toute ta scolarité la dyslexie? Comment tu fais pour vivre avec ça? Alors, en fait, le diagnostic dyslexie-dysorthographie, il n'est pas venu du cercle familial ou de moi-même. Il est venu du corps professoral. Mhm. J'avais d'ailleurs un super prof quand j'étais au CE2 Mhm. qui du coup, lui a senti qu'il y avait mon niveau de compréhension ou la manière dont je comprenais les choses. Je le savais en fait, je ressentais que, mais moi je me suis dit, bah, tout le monde est différent. Si je comprends différemment, ou il y a des choses, j'ai l'impression que dans mon cerveau, ça s'organisait de manière différente. Et je le sentais que des fois, dans une masse, en fait, je comprenais une chose et les gens comprenaient une autre chose. Donc, je sentais un peu cette dysphasie. Mais là, le professeur a dit, bon, faites un diagnostic, quelque chose, parce que c'est possible qu'elle soit dyslexique. Et effectivement, après le diagnostic chez plusieurs médecins, elle est dyslexique et dysorthographique. Et donc, ça m'a valu du coup d'aller à l'orthophoniste de mes 8 ans à mes 18 ans, du coup. Elle m'a vu grandir en orthophoniste. Et, euh, et ouais, du coup, les mercredis, les samedis, j'allais chez elle, on apprenait toutes sortes de choses. En fait, c'est un petit peu abstrait, hein, la dyslexie. Et même moi, souvent, je lui demandais, je lui dis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie, ça guérit? Comment ça se passe en fait? Parce que moi, je lui dis, si on va chez le médecin, c'est que ça se guérit. Et en fait, elle m'a fait vite comprendre que en fait, c'est une manière de penser. Ça se guérit pas, mais ça peut s'arranger de Mhm. manière à ce que ta vie personnelle et professionnelle ne soit pas impactée par cette différence. D'accord. Et du coup, j'ai jamais été trop dérangée par ça, mais on me le faisait sentir quand même au niveau des professeurs. La dysorthographie, on peut le comprendre, ça peut énormément déranger quand on corrige des copies. Donc au lycée, ça a eu beaucoup d'impact. En Surtout première là. et deuxième, en première année de médecine, ça n'a pas trop eu d'impact dans la mesure où c'est des QCM. Mhm. Donc du coup, on peut pas ressentir la personne qui corrige ne ressent pas dyslexie, ne ressent pas dysorthographie. D'accord. Mais toi, comment t'as compensé cette difficulté? Parce que la première année de médecine, c'est une année où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Quand tu as vécu pendant 10 ans l'orthophoniste et que tu sais que tu as des lacunes, est-ce que ça a eu un impact sur ton état d'esprit, sur ta confiance en soi ou pas?
Ça a eu un impact un petit peu parce que juste avant, bah, c'était le lycée et forcément, moi, je pensais à la première année de médecine que j'allais faire après. D'accord. Et quand on pense médecine, la matière qui s'y apparente le plus au lycée, c'est l'SVT. Et Ouais, il se trouve que j'étais très mauvaise en SVT. d'accord. Mais, et c'est ce qui est marrant aussi par rapport à mon cursus actuel, je veux dire, je sais pas si ma prof d'SVT, faudrait que je la revoie, mais ce serait marrant de lui montrer actuellement. Mais j'adorais ça, l'SVT. Moi, je suis une personne qui, mon niveau de passion n'est pas forcément corrélé à mes notes. Donc, j'adorais ça, l'SVT. C'était, j'apprenais énormément de choses. C'est là où on mettait le vrai pied dans la science, dans Ouais, l'anatomie, dans des choses qui commençaient à ressembler à de la médecine. Mais comme on avait une moitié de l'examen qui était de la dissertation, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à mon époque, c'était de la dissertation. On devait faire une thèse, une petite thèse sur une question d'SVT, de sciences et vie de la Terre. d'accord. Donc et la dyslexie et la dysorthographie, là, ça se ressentait à 100%. Donc j'avais du mal à agencer les idées et il y a des choses qui venaient bah, du fait que j'avais pas bien compris, il y a des choses qui venaient concrètement de la dyslexie. D'accord. Donc oui, ça m'a apporté un petit peu, ça m'a apporté des insécurités face à la médecine. Je me dis, si l'SVT au lycée, j'ai du mal, qu'est-ce que ça va être en médecine? Et surtout qu'en médecine, il y a beaucoup de par cœur, il y a beaucoup de choses où il faut pas se tromper, et des choses qui se ressemblent beaucoup et qu'il faut pas confondre. Et là où la dyslexie va un petit peu apporter encore plus de difficultés. Quand il y a beaucoup quand il y a beaucoup de choses, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses en médecine où c'est deux choses, mais il faut absolument pas les confondre. Il y a une lettre de différence, ça veut dire ça, et ça veut dire ça, donc il faut pas confondre. Et quel moyen d'apprentissage tu utilisais à l'époque? Parce que maintenant, je sais ce que tu utilises, mais comment tu fonctionnais? Et est-ce que tu avais trouvé des solutions alternatives pour toi, en tant que dyslexique, qui te permettaient d'apprendre plus facilement, ou tu utilises juste le fait de répéter les informations? Comment tu faisais? À l'époque, je te connaissais pas encore, donc j'étais novice de tout ce que pouvait, de tout ce que pouvait exister en termes de mémorisation, etc. Mais les dessins, les schémas, ça m'a beaucoup aidé. Je suis pas une grande dessinatrice, mais le fait de poser dans une feuille, même si c'était pas des choses qui étaient dessinables, hein, mais poser dans une feuille, là c'est ça et là c'est ça. Et le fait que géographiquement dans une feuille ce soit séparé, ça a en fait comblé le fait que dyslexiquement parlant entre guillemets, eh ben je pouvais confondre certaines notions ou j'avais des difficultés sur certaines choses. Le fait de les voir et de les dessiner et d'avoir le côté kinesthésique de les écrire. Donc sans même connaître les techniques à proprement dit, j'utilisais beaucoup quand même beaucoup de kinesthésique et de visuel. D'accord. Et ça m'aidait énormément. Plus que de répéter ou la répétition espacée. Je m'y intéressais forcément parce qu'il y avait, on avait un étudiant qui parlait beaucoup de répétition espacée et j'avais une marraine en PACES Mhm. qui du coup aussi m'encourageait à faire de la répétition espacée. Donc c'était des choses que je commençais à faire aussi. D'accord. Et un jour, ta mère t'inscrit à un atelier avec ton frère. Comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta mère t'inscrit à cet atelier toute une journée avec un gars qu'elle connaissait pas? Parce que je l'ai pas connu. Tu sais, elle connaissait pas, mais personne ne me connaissait en même temps. Comment on en est arrivé à ce moment incroyable d'octobre 2019? Ouais, c'est vrai que ça c'était assez incroyable. Bah, c'était donc octobre 2019, donc donc j'ai postulé à ce cursus en master. Donc ça s'appelle cursus master en ingénierie, mais ça comprend la licence et le master. Donc je rentre en licence 2. Il se trouve ils prennent que deux personnes pour intégrer le cursus en deuxième année. Et il y avait à l'époque une dizaine de candidats. Donc il se trouve que je fais partie de ces deux personnes. Donc déjà super contente d'avoir réussi quelque chose après avoir raté une année de médecine. Et donc je rentre en licence 1, en licence 2, mais je sens que je tâtonne un petit peu parce que c'est un cursus que je connais pas. Ça commence à me plaire, mais j'ai une mauvaise image, entre guillemets, de personnes que je connaissais du cursus un peu aux recherches où les gens sont un peu perdus, entre guillemets. Et donc j'étais un peu quand même, voilà, j'étais en licence 2, licence 3 quand j'ai fait cette formation. Et donc j'étais un petit peu en recherche, on voyait que je tâtonnais un petit peu et je pense que ma mère l'a ressenti. Et à ce moment-là, elle voulait faire un don. Chaque année, elle fait des dons. Et à ce moment-là, elle voulait faire un don. Et il se trouve que ta formation, l'entièreté
de l'argent qui était pour cette formation allait du coup au profit d'associations, de choses qu'elle voulait donner. Et elle disait, bah, c'est super cool, en même temps, je vais donner pour une association et en même temps, je vais pouvoir offrir une formation à mes enfants. Donc elle s'est dit, c'est génial, quoi. Et c'est ce que tu proposais à ce moment-là. Et ma mère, elle est un peu sur les réseaux, elle regarde un petit peu les affiches, elle est très curieuse de ça. Et d'ailleurs, grâce à elle, j'ai connu beaucoup de choses. À chaque fois, elle dit, ah tiens, j'ai vu ça, j'ai vu si elle connaît les petits... Ouais, je vois Elle ça. s'est repérée quand Elle est il se même passe venue à quelque une de chose mes de bien. formations après, mais là, c'était un an après et c'est toi qui l'as ramené. C'était Oui, autre chose. c'est vrai. Mais elle s'est repérée quand il y a quelque chose qui semble intéressant. Et elle avait déjà entendu parler de lecture rapide. Elle arrive à voir les choses avant qu'ils commencent à apparaître dans le commun de la société, je veux dire. Et là, elle s'est dit, ah, lecture rapide, c'est intéressant ça. Et du coup, elle nous a inscrits, à moi et mon petit frère. Et du coup, on est allés. Je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était vraiment une petite salle. Mais on voyait que les gens qui étaient là, je pense qu'on était une dizaine, une vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais, on était 18, ouais. Et on voyait que les gens, ils étaient là pour apprendre en eux-mêmes, qui commençaient à s'intéresser au domaine. Et je me rappelle, c'est un truc qui m'avait surpris, c'est que je me dis déjà, je connaissais pas la lecture rapide. Pour moi, le mot, bah, quand on décortique le mot lecture rapide, pour moi, ben, on va lire plein de fois rapidement, et à force de lire rapidement, ben, on va lire rapidement comme quelqu'un qui va apprendre à faire la course. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de technique. Bien J'étais sûr. dans l'exploratoire. Et ce qui m'avait super étonnée, c'est que la formation a duré quand même, c'était une bonne après-midi, voire toute une journée. C'est une journée. C'était une journée entière et tu nous as, pendant un moment, tu nous as parlé beaucoup de motivation, d'organisation, il y avait toute une préparation en amont avant même de parler de lecture rapide. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, et c'est là où j'ai compris des choses déjà dans mon quotidien, mais dans la lecture rapide en particulier, c'est que la lecture rapide, c'est un truc, mais il y a toute une préparation, il y a toute une organisation, il y a tout un écosystème en fait que s'il n'est pas agencé, ça marche pas. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est comme les sportifs de haut niveau. Tu peux pas juste courir vite. Il faut te préparer derrière. Il y a des étirements à la fin. Au début, faut bien manger, faut bien boire. Faut avoir une tenue en particulier. Tu peux peut-être pas courir trop rapidement si tu as un jean. Donc tout ça, c'est hyper important en fait quand tu cours. Mais je me Exactement. rendais pas compte qu'on pouvait tout transposer aussi à la lecture. Effectivement, pour moi, la lecture rapide, c'est un sport du cerveau. Et comme tout sport du cerveau, il va falloir avoir une préparation, une organisation, et les résultats arrivent avec l'entraînement aussi. Ouais. Comme tout sport, tu arrives la première fois que tu vas à la salle de sport, tu fais quelques exercices, tu as des courbatures, pendant une semaine, tu n'arrives pas à marcher, tu as mal partout. Tu vois, et ben, le cerveau, c'est la même chose. La première fois que tu vas lire, peut-être que tu vas moins comprendre, ça va être plus flou, tu vas avoir du mal à faire mettre les techniques, et plus tu t'entraînes, plus tu te répètes, plus ça fonctionne. Et c'est toute cette phase de répétition et d'entraînement que les gens n'acceptent pas. Parce que comme la lecture, on a appris à l'enfance à lire, on pense que c'est un acquis et donc on veut plus réapprendre. On veut plus déconstruire. On veut Ouais. être juste dans je veux continuer. Non, mais déjà, accepte de déconstruire pour reprendre les bonnes bases et avancer. Mais bon, ça, on en reparlera après. Donc, tu fais cette journée et est-ce que tu as vu des résultats déjà à l'époque, parce qu'après, tu as fait plein de choses, mais tu as eu des résultats directement dans tes cours, dans ton quotidien? Comment ça s'est passé? Pour moi, ça s'est passé en 2 temps et c'est une partie de la raison pour laquelle j'ai refait, la formation. Déjà, je suis sortie de là, je me suis dit: «Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là?» Il y avait un petit bilan de attends, mais j'avais l'impression d'avoir ouvert une petite fenêtre et d'avoir découvert un autre monde, alors que moi, j'étais totalement en train de regarder de l'autre côté. Du coup, il y avait un petit peu un petit truc déclic un peu de me dire: «Attends, OK». Donc je commençais à comprendre un petit peu le monde. En plus, tu commençais à parler de mind mapping et je me suis dit: «Mais attends, c'est quoi mind mapping?» En fait, du coup, tu as introduit beaucoup de vocabulaire que je connaissais pas dans toutes ces méthodes-là, que ce soit en termes de mémorisation, en termes de mind mapping et en termes de lecture rapide. Et en termes d'organisation et de tout l'écosystème, comme je disais avant. Et du coup, juste après, ça a quand même ça a beaucoup influencé ma manière de m'organiser et ma manière de mettre en place un écosystème pour qu'une action marche, en fait. Hmm. Donc, ça a été au-delà de la lecture rapide, ça a été un petit peu un développement personnel. Et ensuite, petit à petit, donc les mois ont suivi, donc j'ai commencé
à bah, essayer de faire les techniques dont tu nous as parlé, essayer de m'entraîner, mais je sentais que déjà j'étais en train de mettre en place cet écosystème d'organisation et que je me suis dit, mais en fait, c'est trop génial. Donc en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment une technique super intéressante et que j'avais commencé à mettre en place l'écosystème pour que cette technique, je puisse la faire de manière correcte, et ben là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me refasse la formation en sachant que ça existe, en sachant le vocabulaire, mais en étant concentré pour apprendre les techniques de lecture rapide. En fait, j'avais une première formation qui était la découverte, où Mm. vraiment là, j'ai découvert le truc et c'était un peu le contre-coup. Et ensuite, j'ai eu quelques mois de sas de décompression, en gros, et qui m'a permis de me dire, ok, maintenant, je la refais, j'ai confiance en cette personne, j'ai confiance en ce qu'elle donne, je sais que ça va être intéressant. Et effectivement, c'était ultra intéressant. Et Et c'est là, à tu ce es venu avec ta moment-là où maman, là. oui, c'est à ce moment-là où je suis venue avec ma mère parce que du coup, forcément, elle nous inscrit, elle attend la journée, on rentre le soir et elle dit alors, c'était comment? Puis on lui commence à lui dire des trucs, à lui dire des mots, elle comprend pas trop, elle s'est dit, moi j'ai juste payé une formation, je me suis pas dit que ça allait non plus changer changer le reste de leur vie. Et du coup, à force de lui en parler, en plus, à chaque fois que je finissais un livre, ah tiens, j'ai fini ce livre, puis ensuite je voulais lui expliquer, puis on se racontait. Il y a eu tout un processus en fait pendant ces mois-ci. Et je me suis dit, ah, mais il refait une formation, viens, on la refait ensemble, parce qu'il faut que tu vois en fait. Il faut que Waouh. tu vois ce que c'est. Ouais, et avant la formation, tu lisais beaucoup? Et ta mère aussi lisait ou pas? Et est-ce que c'est la formation qui vous a mis dans la lecture? Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Ma mère lit beaucoup. Depuis que D'accord. je suis jeune, depuis que je me souvienne, je l'ai toujours vu lire. Il y a toujours eu des livres dans la maison, il y a toujours eu une grande bibliothèque. Ma mère lit beaucoup. Moi, en revanche, justement, dû à la dyslexie, la dysorthographie, je me suis mis beaucoup de croyances limitantes de je ne pouvais pas lire. Et du coup, à chaque fois que je commençais un livre, j'avais du mal, je perdais la concentration. Et en fait, comme je perdais la concentration, je perdais la motivation. Et peut-être que des fois, je mettais ça sur le dos de la dyslexie, de la dysorthographie, alors que c'était pas le cas. Alors que c'était quelque chose que je pouvais faire. Donc j'ai essayé, hein, j'ai tâtonné quand j'étais au collège il y avait le pré littéraire départemental des collégiens et du coup j'ai passé un concours pour faire partie du jury. On pouvait en tant que collégien faire partie du jury et à la fin du coup on se réunissait, on était un groupe de collégiens, on se réunissait donc on était avec des adultes hein, et ils nous donnaient du coup 10 livres, on devait les lire tous les 10 livres et voter pour celui qu'on a le mieux aimé et celui qu'on a le mieux aimé recevait un prix. Et du coup, ça, c'était mon premier pas un peu lecture, mais voilà, comme c'était cadré, ça m'a dirigé vers la lecture de ces 10 livres. Mais moi, dans ma vie, je lisais pas du tout. D'accord. Je lis des articles, je lis des petites choses, mais j'avais perdu l'espoir, en fait, de lire des livres. Et cet espoir est Et revenu. revenu quand j'ai fait la formation où je me suis dit, ah, mais en fait, on peut. Et je me rappelle, bah, comme c'est beaucoup les conférences d'Idriss Aberkan qui m'ont dirigé vers les biotechnologies, où je me suis rendu compte que en fait, c'était ce mot. Il a mis un mot sur des choses qui me passionnaient. Le premier livre que j'ai lu en lecture rapide, c'est Libérer votre cerveau. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, j'ai eu la satisfaction de finir un livre. Je l'avais fini en moins d'un jour et j'avais compris beaucoup de choses. Bon, après, je l'ai relu, Bien sûr. j'ai repris des notes, etc. Mais c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, c'est possible et c'est trop cool. Il y a une satisfaction à finir un livre, même qui nous plaît pas, en fait. Il y a des livres, justement, que j'avais achetés. Et en fait, quand je les ai lus, je fais, bah, en fait, ça me plaît pas ce qu'il dit. Je trouve pas ça intéressant ou quoi. Et je me dis, bah, ok, c'est aussi ça, en fait, un livre, c'est un contenu. Quelqu'un propose quelque chose, mais on peut aussi lire et se rendre compte que ça nous plaît pas, même si c'est un livre connu ou quoi que ce soit. Bien Donc, sûr. il y avait vraiment quelque chose de on prend connaissance. Waouh. Et ta mère aussi, ça lui a changé quelque chose? Parce que là, on parlait de toi, vu qu'on était sur cette partie-là. Est-ce que ta mère, en sortant de cette formation, ça lui a... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu déjà c'était un moment qu'on a passé entre nous. En plus, c'était un moment où on avait pas mal de difficultés.
Il y avait des problèmes de santé, et cetera. Donc c'était un moment, pas facile. Donc ça nous a un peu, ça nous a relevés quand même et ça nous a donné, des techniques à toutes les 2. Bon, moi personnellement, du coup, ça a été le moment où j'ai pu, imbriquer, plus sculpter, la lecture rapide. Elle, ça a été différent. Elle, ça a été différent parce qu'elle lisait déjà beaucoup, avant et elle Mhm. était moins dans cette démarche, de se dire: «Ah, il faut absolument que je lise plein de livres» ou quoi, parce qu'elle lisait déjà beaucoup. Donc ça a eu un impact dans sa lecture, parce Ok. qu'elle a appris des techniques qu'elle connaissait pas du tout, mais d'une manière complètement différente, par rapport à moi. Wow. Et au niveau de tes études, ça a changé quoi? Parce que tu as fait ces deux formations, après tu as fait aussi le mind mapping, la mémorisation plus tard. Mais le fait d'utiliser ça dans tes études, ça a changé quoi pour toi? Alors, déjà, il y a les outils en tant que tels. Du coup, à chaque fois qu'il y avait, un livre qui était proposé par le professeur et qui pouvait nous aider, souvent les profs, en fait, ce qu'ils nous faisaient à la fac, ils proposent des livres à la fin de leur diapo. Il y en a qui font ça. Ou alors, à la fin, tu vois la référence du livre. Donc, c'est pas un truc obligatoire, mais c'est à partir du moment où j'ai fait la lecture rapide, je commençais à être plus intéressée par la Mhm. source en dessous, le livre que les gens lisent pas en général. Et puis, à la fin, pareil. Et moi, ça m'intéressait. Du coup, je prenais le livre, je le lisais. Et du coup, ça m'apportait des informations supplémentaires sur le cours. Ça m'apportait plus de compréhension sur le cours. Des fois, c'était des livres en plus que le professeur en lui-même avait écrit. Donc, ça a apporté beaucoup de choses dans le cursus en soi, vu que ça m'a apporté en fait la connaissance des livres que j'aurais pas lu si j'avais pas toutes ces techniques. Le mind mapping, c'est venu un peu plus tard, donc j'ai pas pu le mettre en place vraiment quand j'étais en master, vu que je me suis formée à la dernière année de mon master. Mais la lecture rapide, là, ça a eu un peu plus d'impact. Lecture rapide, mémorisation aussi, parce que forcément, il y a plein de choses à mémoriser. Donc ça, c'est pour les outils en tant que tels, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté. Ensuite, il y a eu juste la démarche de faire quelque chose, de commencer quelque chose et de le finir. Ça, c'est une démarche dans le cerveau qui a changé ma manière de fonctionner aussi. Un livre, c'est de la connaissance. On le commence, on le finit. Mhm. Et des fois, j'étais un peu butée, justement, ce qui m'amenait à ne pas finir un livre. Des fois, j'étais peut-être un peu butée à je lis de la première page à la dernière page. Il y avait un truc très scolaire, limite, je m'intéresse pas vraiment au livre. Mais à partir du moment où on s'intéresse au livre, on regarde la dernière page, on le préactive, on regarde un petit peu comment il est construit le livre, on s'intéresse à l'auteur, on regarde un petit peu des choses sur l'auteur. On se pose des questions sur le livre. Tout ça, c'est l'écosystème autour du livre. Je l'ai même pas encore lu le livre, mais je m'intéresse vraiment à ce que ce livre peut m'apporter. Et du coup, à partir du moment où je le lis en lecture rapide, eh ben là, j'ai l'essence de ce que j'ai besoin en fait et de ce que je recherche. Et du coup, c'est une démarche qui marche en lecture Mhm. et c'est une démarche qui peut se transposer aussi à d'autres choses de la vie. Et Que tu as c'est ça que je transposé trouve intéressant. dans ton quotidien. Ouais, exactement. Commencer quelque chose, le finir, ne pas être frustré de regarder un petit peu. C'est comme quand on veut regarder la route, le chemin. Je vais pas me dire, ah ben je regarde la map que à 2 mètres et ensuite encore à 2 mètres. Non, je vais regarder la map en entier. C'est quoi mon arrivée? C'est quoi mon départ? Est-ce qu'il y a des endroits dans le chemin qui m'intéressent, que je veux m'arrêter? Ah tiens, il y a cette boulangerie intéressante. Ah tiens, cette bibliothèque. D'avoir du recul aussi sur les choses. Et ça, c'est un mindset que j'ai appris en lecture rapide et qui a été transposable dans ma vie personnelle. Mais et une fois que tu es arrivé en master, parce que quand tu es arrivé, tu étais en master, tu te dis je vais aller en doctorat, tu reprends, parce que là tu es en quoi, troisième année de doctorat, ou quatrième? Troisième année, oui. Ouais, troisième. Donc tu dis je vais quand même repartir sur 4 à 5 ans de doctorat. Est-ce que ces outils ont été ton, t'ont motivé en disant ah bah ça sera plus facile parce que j'ai cette boîte à outils avec moi, je pense que ce sera plus facile pour moi de cartonner. C'était quoi ton état d'esprit quand tu as ton master et tu dis je continue? Ah oui, en fait, quand tu es en master, je suis en master, je cherche un doctorat. Je me dis, ah là, il faut absolument que je fasse un doctorat. Je commence à identifier les choses qui me plaisent. Après, un doctorat, c'est pas facile. J'ai dû passer un concours. En fait, il y a plusieurs manières de faire un doctorat. Et moi, je voulais passer par le concours de l'école doctorale. Et je l'ai fait quand je me suis entraînée à mon oral, parce que du coup, on est à peu près 500, 400, 500 personnes. Ils prennent 60 personnes sur dossier. Mhm. Et ensuite, par rapport au dossier, ils prennent, sur les 60 personnes, on peut passer un oral devant un jury. Et cet oral, je l'ai préparé en faisant un mind mapping. Ouais. Mais j'étais consciente que j'avais une boîte à outils qui allait me servir dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Alors oui, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, en fait, le mindset illimité, tu te dis, je peux tout faire en fait.
Et s'ils m'acceptent pas, c'est qu'ils ont pas compris que j'étais la bonne personne pour eux. Soit que t'étais pas la bonne personne, soit que c'était pas ton destin et que ton destin t'attendait ailleurs. Exactement. Mais le mindset illimité, il est dans se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche en fait? Ouais. Fais-le, c'est du travail. J'ai des outils, j'ai une boîte à outils, je suis illimitée. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? En fait, je peux pas, il y a pas grand-chose que je peux pas faire. Donc, bien sûr, il y a toujours des croyances limitantes, c'est des hauts et des bas. Mais à partir du moment où on se remet dans le mindset, on dit, oh, 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 attends, là, qu'est-ce que t'es en train de dire, là? Qu'est-ce que t'es en train d'être allongé? Allez, lève-toi et fais le truc. Parce que, on m'a un petit peu découragée pour mon concours parce que j'avais pas le master qui était directement dirigé vers cette école doctorale. Donc, forcément, ça me faisait perdre des points. Donc, on me disait, bon, les gens qui étaient dans le même master que toi et qui ont postulé à ce concours, ils n'ont même pas été pris sur dossier. Donc bon, Ouais. tu C'est prépares l'oral. incroyable. C'est incroyable comment les gens transposent leurs croyances et leur expérience sur une autre personne pour l'empêcher de vivre son histoire. C'est-à-dire que comme certains n'ont pas réussi à avoir l'oral, donc tout le monde ne doit pas l'avoir. Et donc ils Oui, c'est transposent vrai. ton truc et ils te disent, non mais le fais pas. Mais je le fais et si ça marche pas, au moins je l'aurais essayé. Au moins, je pourrais pas m'en vouloir de me dire, si j'avais essayé. Et c'est là, tu parles de ça, mais c'est pas que je rebondis. Le nombre de fois où tu veux faire quelque chose et les gens te disent, te découragent en te disant, non mais le fais pas. Eux, ils veulent bien faire. Alors, je dis pas c'est des personnes malveillantes ou qu'ils n'ont pas envie, mais beaucoup le font parce que ils pensent de cette manière en te disant non, mais le fais pas. Moi, j'ai pas réussi. Pierre n'a pas réussi. Lui, c'était un surdoué. Il l'a pas fait. Donc, si eux n'ont pas réussi, pourquoi toi tu réussirais? Mmh. Donc, passe à autre chose. Et c'est incroyable. Et regarde, Ouais, tu l'as fait. Et ils prennent juste, t'as pas dit, ils prennent combien de personnes après l'oral? Vous étiez 60, ils prennent combien de personnes? 20. Wow. Et il y a c'est marrant parce que du coup, bah forcément, parce qu'en fait, ces personnes-là, ils n'ont vraiment pas dit, comme tu dis, ils disent pas avec malveillance. C'est vrai que statistiquement, quand on prend les gens qui ont fait, bah oui, effectivement, ils n'ont pas été pris sur dossier. Donc ça t'apporte des croyances limitantes, mais des fois, faut prendre le truc avec recul et se dire, bon, ok, oui, alors oui, je pars avec un truc en moins parce que, mais oui, comme tu as dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à le faire? Alors oui, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, mais je me suis dit, ok, ça va m'apprendre à travailler un dossier, etc. Et au pire, ce dossier, je pourrais peut-être le réutiliser pour faire une autre demande, etc. Donc, c'était pas du temps perdu. Et moi, il trouve que je suis arrivée 21e. Donc, ils prennent 20 personnes. Je suis arrivée 21e. Et donc, on me dit. Donc, mon directeur de stage à l'époque, il m'a dit c'est bien parce que c'est un concours qui est sélectif. Donc, tu es la première personne qui va faire une autre demande. Et donc, de ceux qui vont faire une autre demande, tu es la première, en fait. Parce que quand on fait un autre dossier, tu dis, bah, je suis arrivée 21e dans ce concours-là. Donc c'est quelque chose qui est bien vu. Et donc de toutes les personnes qui vont refaire des demandes, j'étais la première. Donc techniquement, je commençais à me dire bon, pourquoi pas, c'est vrai que c'était bien. Et il se trouve qu'à mon année, il y a eu un désistement. Donc finalement, j'ai eu l'école doctorale qui m'appelle et qui me dit on a eu un désistement. Est-ce que vous êtes la première dans la liste complémentaire? Donc est-ce que ça vous intéresse? Et donc cette année-là, il n'y a eu qu'un désistement. Alors que les années d'avant, ça varie. Des fois, il n'y a pas de désistement. Des fois, il y en a 5. Des fois, il y en a 3. Ça varie. C'est pour ça qu'ils prennent 60 et qu'ils en prennent 20. C'est pour se permettre d'aller un peu dans la liste complémentaire. Donc, j'ai eu... la porte s'est refermée derrière moi comme ça. Bah, c'était ton destin, c'était tout simplement ton destin. Et C'est ça. c'est tout simplement ce qui t'était écrit. Et c'est pour ça que t'as eu ça. C'est incroyable. Euh, est-ce que, là, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et il y a des fois des étudiants. Est-ce que toi, pendant tes études, tu as certaines choses, depuis que tu as découvert ces méthodes, que tu as le plus utilisées? Quelle est la chose, si tu avais, on va dire, une, une seule chose que tu as le plus pratiqué et qui t'a le plus aidé, ce serait quoi? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, si tu en avais trois, donc si tu en avais deux autres en plus. Donc la numéro un, Ouais. la best, et Ok. après les deux autres supplémentaires que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent et qui puissent eux aussi les utiliser dans leur quotidien. Tu veux un top 3 Un top 3 mais avec un top 3 mais avec un top, avec d'abord le top un et ensuite top 3. de méthode, de technique? Tout, en vrai, soit méthode, soit technique, soit des choses que toi, tu as pratiquées et que tu as appris aux côtés de connaissances illimitées, que tu as pratiquées et qui t'ont vraiment, vraiment aidé. Bon, je vois qu'il y a plein de cartes mentales parce qu'on ne l'a pas dit, mais on en parlera après. Parce que tu es, également triple championne du monde de cartes mentales depuis 2023. Et ça, c'est juste incroyable, mais on en parle après.
Bah, je pense qu'en top 1, je mettrais quand même la carte mentale. Si j'y réfléchis peu, c'est la chose qui m'a permis à chaque fois, en fait, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup. Mais la carte mentale, ça permet de poser, en fait, et de matérialiser les pensées et de les organiser. N'importe quelle pensée. Que ce soit préparer un oral, que ce soit organiser une journée, que ce soit résumer une conférence, que ce soit résumer un livre, que ce soit n'importe quoi et carte mentalable, si je pourrais dire. Et je trouve que la carte mentale, ça a été une des techniques qui m'a le plus changé, parce qu'en fait, dans un seul outil, dans une seule méthode, ça rassemble énormément de choses. Ça rassemble vraiment la structuration de la pensée. C'est la première chose, structurer sa pensée. Et ça, des fois, moi qui ai une pensée assez étoilée, assez en arborescence, eh ben, ça me permet vraiment de structurer ma pensée dans plusieurs domaines, personnels ou professionnels. Il y avait le côté matérialisation de la pensée aussi, pareil, dans le domaine personnel et professionnel. Et il y a le côté aussi, je me pose, je vois ce que je fais, j'ai des couleurs, j'utilise des leviers en fait qui sont que mon cerveau aime. Et je suis dans le kinesthésique. C'est moi qui touche, c'est moi qui dessine, c'est moi qui choisis où je mets quoi. Je prends du temps, moi, pour dessiner aussi mon petit cœur de carte. Je sais que ma carte, je vais la garder. Donc, il y avait un côté un petit peu artistique que j'avais jamais développé parce que, comme vous avez pu le comprendre, je suis très dans la science, dans le pragmatisme. Mais ça me permettait de développer ce côté artistique qui n'était pas forcément développé, mais qui me permettait de le faire avec la carte mentale. Donc, la carte mentale, pour moi, c'est le top 1. Il y en a qui considèrent que ça commence à être obsolète. Moi, je considère que c'est une des meilleures techniques qui existent et je vais pas regretter de ne pas l'avoir connu plus tôt. Mais c'est vrai que si je l'avais connu au lycée, j'aurais été bien contente. Après, il se trouve que dans ma vie, c'est venu au bon moment, au moment où j'étais le plus ouverte d'esprit pour accepter la méthode et pour l'appliquer. Ouais, Parce qu'il y a des choses où j'ai connu jeune, mais peut-être je faisais pas attention. Et là, je me dis, mais en fait, c'est génial, pourquoi Et c'est venu au moment où j'avais l'ouverture d'esprit qui m'a permis vraiment wow. d'appliquer la méthode. Donc, je pense que la carte mentale, je le mettrais en un, ouais. Ouais. On le voit, pour ceux qui verront la partie en vidéo, on Ouais, voit toutes les cartes mentales autour de toi et effectivement, tu en utilises beaucoup et tu as même dit que l'oral, ça t'a aidé pour ton oral, pour le doctorat et tout. Et donc, tu as su utiliser toutes les facettes de la carte mentale. Parce que la carte mentale a plein de facettes, facette mémorisation, facette synthétisation de l'information, résumé, structuration et également prise de parole et tu as réussi à utiliser toutes les facettes et ça, c'est vraiment top. Et si tu en avais deux autres, en plus, du coup, deux autres. c'est Bah, c'est pas la deuxième, préparé. pardon? Dis, c'est pas préparé, c'est pour ça que t'as besoin de quelques Oui. secondes pour réfléchir. La deuxième, c'est facile, je pense. Doit être la lecture rapide. Après, c'est assez complémentaire avec le mind mapping. Euh, mais la lecture, comme c'était pas quelque chose qui justement où j'avais du mal au début, ça, comme tu dis, c'était de l'entraînement, donc il y a eu un processus d'installation. Forcément, il y a du moment où c'est un peu plus difficile parce que bon, on essaye et puis c'est un muscle, hein. Des fois, on le perd un peu, puis après, il faut remuscler et ensuite, c'est tout un processus. Mais ça permet quand même d'ouvrir le monde sur tous les domaines qu'on a envie. Ou si on a envie de se relaxer sur les romans, ou si on a envie de comprendre comment écrire, bah, les romans, ça aide aussi. Il y a beaucoup de bouquins de méthodologie, il y a beaucoup de bouquins là en sciences, il y en a énormément qui sont écrits. Donc en termes d'ouverture sur le monde, un livre, c'est quand même incroyable. Après, c'est une boîte à outils. C'est comme pour le mind mapping. Il y a la boîte à outils. Techniquement, avec le mind mapping, on peut faire ça, ça, ça ou ça. Par exemple, avec le mind mapping, on peut planifier sa journée. Moi, je sais pas, j'ai jamais vraiment réussi à planifier ma journée avec un mind mapping. C'est comme on a des outils préférés, on a des outils qu'on aime moins. Chacun, justement, c'est ce qui est cool avec une boîte à outils, c'est que avec un marteau, on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de juste planter un clou. Donc, c'est des outils qui sont adaptables. Et dans la lecture rapide, la lecture, ça permet d'ouvrir ses champs des possibles Bon. et dans des domaines qui sont différents, et ensuite de sélectionner les livres qui nous plaisent le plus, et ensuite de relire le livre si ça nous plaît, ou alors de se dire bah, ce livre m'intéresse pas, mais ça permet de sélectionner. Ensuite, ça me permet d'identifier des auteurs, ces auteurs on s'y intéresse, souvent en plus de nos jours ils ont, bah là comme toi tu as fait un livre, tu as des podcasts, tu as des formations, ça nous ouvre sur énormément de choses, alors qu'à la base c'était un livre.
Mm. C'est comme le livre d'Idriss Aberkan, alors qu'Idriss Aberkan, il fait son livre, sauf Mm. qu'en fait, quand tu regardes, il a des vidéos, des conférences, ensuite il a des formations, il s'intéresse aussi à d'autres domaines, donc ça nous ouvre à d'autres domaines. Donc en fait, c'est une petite porte, Mm. et après une autre porte et une autre porte, on peut laisser cette porte fermée, ouvrir celle-ci. Donc ça ouvre quand même énormément le champ des possibles. Donc forcément, la lecture rapide, c'est ce que je mettrai en deuxième. Et Ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est faire des mind mapping de mes livres. Donc finalement, mon un et mon 2 ils sont quand même bien reliés. Et justement, le mind mapping m'a permis à moi de structurer les pensées et de structurer les informations que je prenais en connaissance dans les livres. Et le 3, je te laisse finir. Et le 3. Ça peut être un outil grand comme celui-ci ou un outil plus comme le Pomodoro, concentration, cohérence. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs Ok. spécifiques qui t'ont aidé, que tu utilises? Le 3. Des outils spécifiques que j'utilise. Alors Kautar, elle utilise tellement tout qu'elle sait plus lesquels donner parce que comme elle les met tous en application dans son quotidien, c'est une ninja de la connaissance, ce qui fait que là, elle sait plus trop quoi dire. Elle est un peu En fait, bloquée. c'est un développement, en fait. Il y a plein d'outils que j'ai testés. Il y a des outils qu'à un moment donné, bah, c'était pas trop, j'avais du mal à les utiliser. Le Pomodoro, techniquement, c'est une technique que j'utilise beaucoup en ce moment. J'utilise pas des Pomodoro de 25 minutes parce que mon travail fait que je peux pas faire des pauses aussi fréquemment. Mais j'utilise des Pomodoro de 40 minutes avec 10 minutes de pause, 40 minutes, 10 minutes de pause. Mais c'est une technique que j'ai pas réussi à utiliser tout de suite. Donc c'est une technique qui s'est développée avec le temps. Parce que en fait, justement, je reviens à l'idée d'écosystème. Des fois, je suis un peu, justement, dans ma manière de faire, j'ai identifié que des fois, j'étais un peu brute dans l'utilisation d'un outil. Et donc, le Pomodoro, je dis, allez, bam, je mets un chrono, puis je commence à travailler. Je faisais pas forcément de cohérence cardiaque avant, alors que je savais qu'il fallait le faire, etc. J'étais un peu brute dans l'outil. Je me concentrais sur l'outil et pas sur son écosystème. Et à partir du moment où je comprends, mais en fait, l'écosystème, il est indispensable. En fait, si tu mets pas dans un bel endroit, dans un endroit qui est dédié à la tâche que tu veux faire, si tu fais pas la cohérence cardiaque avant, si tu mets pas ton minuteur là bien au bon endroit, ton portable en mode avion, les outils que tu as besoin devant toi, etc. Si ton écosystème il est pas prêt, en fait, l'outil, c'est normal qu'il va avoir du mal à marcher ou qu'il va pas marcher en fait. Et c'est pas l'outil qui va pas, c'est la manière dont on l'utilise. Ah, c'est fort. Donc j'ai pris du temps. Il y a certains outils qui m'ont pris du temps à être utiles. Il y a des outils aussi qui correspondent certaines choses de ma vie et d'autres non. Donc le Pomodoro, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que étant un peu dispersée, ça m'a permis quand même de pas mal focaliser mon attention. Ouais. Ouais, et je suis d'accord, bah, je reviens sur ton histoire, sur ce que tu viens de dire de système, et je suis entièrement d'accord. La lecture rapide en soi, même tu prends mon livre, Connaissance illimitée, tu as 8 chapitres et tu as un seul chapitre sur la lecture rapide. Et tout le reste, c'est tout l'écosystème, toutes les préparations, la concentration et autres. En information, lecture rapide, la lecture rapide, on la traite l'après-midi. Et tout le matin, c'est tout le reste, c'est tout l'écosystème. C'est l'état d'esprit, le pomodoro, l'organisation, la concentration, les questions. Parce que si tu veux de la lecture rapide, bien sûr, des techniques, tu prends un livre, tu montes les techniques, en une demi-heure, tu as toutes les techniques, tu y vas, tu t'entraînes, et les gens disent, bah, j'y arrive pas. Ah oui, parce que dans mon cas de figure, c'est ce que j'ai compris. Après, je sais pas comment les autres enseignent la lecture rapide, mais dans mon cas de figure, j'ai compris que la lecture rapide, c'était un point, mais il y avait tout ce qui gravitait autour de la lecture rapide qu'il fallait avoir ancré pour atteindre ces résultats. Et c'est ce qu'on fait. Là, je parlais d'études de médecine et autres. Là, pendant qu'on est en train de tourner cet épisode, on est au mois d'août. Et là, on passe tout le mois d'août à accompagner 400 étudiants de première année de médecine. Avec Naïm et Mention Très Bien, tu sais, l'accompagnement qu'on a chez Mention Très Bien. On a une grosse prépa parisienne qui accompagne 400 élèves, des étudiants de la Sorbonne, Université de Paris, Créteil, donc ces trois universités de médecine. Je crois qu'il y en a encore, je crois qu'il y a Bichat également. Donc, c'est quatre universités parisiennes, hein, de médecine. Et il y a des élèves qui vont en prépa pendant l'été, pendant que les autres sont en train de se tourner les pouces, jouer. Eux, ils sont déjà en train de travailler leur première année de médecine. Et tout le mois d'août, là, on est avec eux pour leur donner les méthodes. Et alors, on leur partage ces méthodes-là pour qu'ils puissent, eux, les utiliser pendant toute leur année de médecine. On l'a déjà fait l'année dernière, on a eu des résultats incroyables. Et là, cette année, on recommence. L'année dernière, il y avait 100 élèves, là, il y en a 400. Et donc,
Et pourquoi on fait ça avec eux? C'est pour leur donner tout l'environnement. Non pas juste un point ou deux, mais c'est tout l'environnement qu'ils vont pouvoir utiliser pendant toute leur année de médecine. Et un des challenges que je leur ai donné, le jour, mais premier truc, je leur ai dit, bon, tout le monde prend son téléphone, allez supprimer Insta, TikTok. Je leur ai fait supprimer leur application des réseaux sociaux. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, mais il y en a qui l'ont fait en disant, voilà, cette année, on blague pas, on supprime tout ça, et vous êtes là pour un seul but, cartonner votre année. Et ça c'est ouf. Mais déjà, top pour ce top 3. Top pour ce top 3. J'ai vu, je suis fort, je suis fort. C'est en fin d'épisode là. Donc, super le top 3 et je partage tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu aurais, parce qu'on arrive sur la fin, je crois que ça fait presque 45 minutes qu'on est ensemble, ça va très vite. Est-ce que tu aurais une recommandation, si tu es, si t'es devant des étudiants ou si, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand toi, tu étais étudiante, t'es encore étudiante en doctorat, mais au collège, au lycée, je veux dire, ou en première année de médecine, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et qu'on t'a pas dit, ou qu'on t'a dit mais que t'as pas écouté à l'époque et que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent ou aux parents qui pourront partager ça à leurs enfants? Hem, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Il y a une notion que je développe beaucoup en ce moment. Bah, comme tu as dit, je suis toujours étudiante. Bon, après, j'ai des super directeurs de thèse. Ma thèse, elle est difficile, mais j'ai un bon système, comme on dit, comme Moi, je on suis a à la dit. recherche d'un directeur de thèse en psychologie cognitive. Si tu connais, je suis Si on preneur. fait un appel. Un Ben, appel aux si gens j'en qui connais, je écoutent. te mettrai en contact, hein, parce que moi, je trouve ça super intéressant de. En fait, une thèse, c'est vraiment un truc particulier. C'est vraiment une aventure particulière. Et ce que j'essaie, il y a un truc que j'essaie de développer beaucoup là pendant ma thèse et que je ne développais pas avant, c'était être audacieux et audacieux dans l'ouverture d'esprit. Et je l'ai appris en partie avec toi, Mohamed. Dans être audacieux, c'est pas juste sortir dehors et être audacieux aussi dans son esprit. Ne pas avoir peur de s'intéresser à tel ou tel domaine et de s'y intéresser, même si c'est pas censé être notre truc. Au pire, tu auras découvert quelque chose. Donc, des fois, je me dis, ah, si je pouvais me reparler plus jeune, je me serais dit, sois plus audacieuse. Vas-y, découvre les choses. Vas-y, lis ce truc, ça, même si c'est pas ton domaine. Vas-y, lis-le. Ah, regarde cette formation. Vas-y, intéresse-toi-y. Sois audacieux. Être audacieux dans le sens où si moi en tant qu'enfant, j'ai du mal à comprendre l'histoire, ou si j'ai du mal à comprendre des notions en SVT par exemple, bah, aller au-delà du petit papier de cours, on peut aller sortir dehors, pas très loin, il y a des forêts où on peut voir du coup la nature, expliquer directement les chloroplastes, comment on voit la chlorophylle, pourquoi c'est vert, voir directement les strates de la terre, les voir directement, pouvoir les toucher, toucher un fossile aussi, toutes ces choses-là en fait. Pour moi, ça fait partie de l'audace aussi, d'aller au-delà du petit papier de connaissances qu'on nous donne, d'aller au-delà. Et ça permet vraiment de l'ancrer, ça permet d'avoir des souvenirs, ça permet de se distraire en même temps. Donc en fait, c'est génial en fait. Et il y a beaucoup de notions comme ça qu'on peut transposer et qui peuvent aller au-delà du papier. Et pareil en histoire. Quand on apprend l'histoire de la France, on peut aller directement dans les endroits de France qui correspondent à ce moment de l'histoire. Peut-être il y a des stèles, peut-être il y a des statues, peut-être il y a des endroits encore où il y a des traces de cet événement en fait. Ou alors de le voir en documentaire, si on peut pas se déplacer. Ou alors voir justement dans notre région, dans la ville où on est, s'il y a des traces de cette histoire-là. Donc aller au-delà de juste du papier, quoi, pour ancrer l'information. Et ça fait partie de la mémorisation aussi. Ouais. Bon, merci pour cet enseignement, Kautar. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir accueilli dans ce podcast. Je suis sûr que les gens qui ont écouté ce podcast ont apprécié et ont appris plein plein de choses. Kautar, je l'ai connu en octobre 2019. C'était ma première formation. Après, elle a fait toutes mes formations aujourd'hui. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir vu toute cette transformation et toute cette évolution pendant toutes ces années. Et ça me fait chaud au cœur de voir les résultats des illimités. Donc, à vous de jouer. Je compte sur vous pour partager cet épisode aux parents, à ceux qui en ont besoin. On a réouvert
On va réouvrir du moins l'académie mention très bien pour la rentrée 2023-2024 pour accompagner un maximum d'étudiants collégiens, lycéens ou des étudiants à la fac qui veulent cartonner. Si vous pensez que vous faites partie de ces personnes qui veulent réussir, qui sont ambitieuses et qui veulent cartonner, ou si vous avez des enfants comme ça, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera les démarches pour rejoindre l'académie. Ça va juste être incroyable. Encore mille merci Kautar, d'être avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des Illimité! illimités. Allez, à très vite.